Le cercle RH, notre débat aujourd'hui, le secteur aérien. Nous avions fait une émission il y a presque un an sur ce plateau, avec presque les mêmes invités, pour évoquer la situation du secteur aérien, sans imaginer un instant que le secteur allait traverser une crise aussi grave. Des avions sont toujours cloués au sol. ADP s'est séparé d'un certain nombre de collaborateurs, près de 30 000. Air France est en grande difficulté. Les avions sont cloués au sol, avec par ailleurs une crise liée à une autre situation qui est la loi climat, qui pose une question sur les lignes intérieures et des compagnies intérieures et des aéroports régionaux qui eux aussi s'inquiètent pour les emplois parce que ce sont des bassins d'emploi. Qu'en est-il aujourd'hui de l'aérien? Est-ce que tout ça peut redécoller, excusez-moi du vilain jeu de mots, ou est-ce que cela va mettre beaucoup de temps? C'est une crise de l'offre, je le redis, et pas de la demande, parce que les voyageurs ont plutôt envie de partir, de voyager, de reprendre l'avion. En l'occurrence, c'est plutôt les avions qui ont du mal à les accueillir pour l'instant. On fait le point avec mes invités. Francis Massé, vous étiez là il y a presque un an dans cette émission. D'ailleurs, c'est le tout début de la chaîne et de l'émission Smart Job. Très heureux de vous retrouver. Ancien secrétaire général de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, directeur pédagogique de l'Université de Transport Aérien, l'UTA, c'est votre bébé, à l'ENAC, qui est l'École Nationale d'Aviation Civile. On va voir Air et Cosmos, parce que vous y êtes un peu pour quelque chose de ce magazine. On va voir la une. Voilà, Air et Cosmos, prolifération nucléaire, voilà, en Asie-Pacifique, ça c'est pour le magazine. Et puis votre livre, vous y tenez beaucoup, on va le découvrir. Lenteur, urgence et lenteur, ce titre très fort, voilà, urgence et lenteur, sur la politique, sur l'administration, parce que vous avez un autre sujet qui est un peu votre dada, qui est notre fonction publique, qui est comme ça une sorte de gros mastodonte, et vous faites des propositions de réforme dans ce livre, et depuis longtemps d'ailleurs. Puis Thomas Juin est avec nous en visio, comme on dit, président de l'Union des aéroports de France, l'UAF. Vous avez d'ailleurs auparavant occupé la fonction de vice-président et vous êtes aujourd'hui le président. J'évoquais tout à l'heure la situation des compagnies régionales. Avant de donner la parole à Paul Chiambaretto, qui est économiste, professeur, qui était là déjà il y a un an, professeur au Montpellier Business School. Vous avez la chaire Pégase, qui est la seule chaire en France qui s'intéresse aux questions de l'aérien, de l'aviation. Spécialiste, vous donnez beaucoup de conférences, beaucoup d'interviews. Juste, je voulais donner la parole à Thomas Juin, parce que j'évoquais en fin de présentation la question des aéroports régionaux, puisqu'on parle d'emploi dans cette émission. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vous en matière d'emploi? L'inquiétude, vous savez, l'inquiétude, elle est née il y a un an, puisque on a une situation qu'on a tout de suite vue comme quelque chose de dur et de durable. Par contre, nous sommes maintenant à la manœuvre. Ensuite, notre objectif, c'est pas tant l'inquiétude aujourd'hui, c'est de pouvoir réunir les conditions de la reprise. Donc, des mesures ont été prises. Et vous avez parlé des réductions d'effectifs à l'aéroport de Paris, mais tous les aéroports, en effet, ont procédé malheureusement à une réduction d'effectifs. Et nous sommes maintenant dans dans un schéma où on doit non pas se dire c'est bon, à partir du mois de juillet, la reprise est là. Je crois qu'on va en discuter. Il y a des mesures à poursuivre pour que les aéroports tiennent. Il s'agit de ça, il s'agit de tenir avec des infrastructures qui sont bien sûr aujourd'hui en sous-capacité et qui doivent tenir notamment bien sûr par rapport à toutes les charges qui pèsent sur nous. Thomas, juste, je donne la parole à mes invités en plateau, mais vous avez reçu, j'imagine, et vous avez bénéficié de ces aides d'État et malgré tout, vous avez été dans l'obligation de vous séparer de collaborateurs. Alors, quand on parle d'aide d'État, il y a eu des dispositifs très importants, en effet, des aides qui sont apportées au secteur en général, mais aux entreprises. Donc, l'activité partielle est un élément essentiel. C'est pour ça qu'on demande d'ailleurs qu'elle soit prorogée jusqu'à la fin de l'année. C'est actuellement en discussion pour le secteur aérien, puisque c'est un dispositif qui permet de garder les compétences. On sait très bien que nous serons dans un processus de reconstruction et donc il est important que les compétences soient préservées et puis simplement aussi d'un point de vue social. Mais en effet, malgré cela, vous savez, quand on a non pas une baisse, mais un effondrement du trafic, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça se traduit en effet par une réduction d'effectifs qui a été minimisée. Vous parliez de 30 000 au niveau des aéroports de Paris. Alors c'est des chiffres là qui concernent tout l'écosystème. Si on prend les exploitants d'aéroports uniquement en France, c'est 10, voire à 30%, jusqu'à 30% sur certains aéroports de réduction d'effectifs. Mais en moyenne, c'est autour de 10%. Si on prend tout l'écosystème, la communauté aéroportuaire, on est sur un chiffre bien supérieur.
Paul Clambaretto, quelques chiffres comme ça de masse. Là, j'ai cité 30 000. On voit qu'il y a des chiffres plus importants dans certains aéroports régionaux. Moins 66% de perte du trafic passager mondial. 1 milliard de pertes pour Ryanair, qui est une des compagnies. 40 compagnies aériennes ont disparu. 118 milliards, de dollars de pertes en 2020. Ce sont des masses. Il y a encore plein d'autres chiffres autour de l'aérien. Des avions cloués au sol. Est-ce qu'avec ces chiffres-là, ces indicateurs-là, vous nous dites aujourd'hui, oui, le secteur aérien est en grand danger? Alors, le secteur aérien fait face à une des plus grandes crises en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est le plus gros choc, globalement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à l'échelle mondiale, on était à peu près sur une baisse de 60% du trafic en 2020. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 1,8 milliard de passagers qui ont été transportés. L'année précédente, ils étaient 4,5 milliards. Ouais, c'est ce que j'ai vu. C'est absolument phénoménal. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Et on pensait qu'en 2020, on aurait vu le pire. Alors, c'est vrai qu'il y a une légère amélioration au niveau mondial. Chine, États-Unis, ça repart. Alors, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on nous dit que c'est par là que ça se passe. C'est ça. Globalement, à l'échelle mondiale, on est à peu près à moins 40% d'activité par rapport à 2019, mais avec de gros écarts. En France, en Allemagne, on est entre moins 70 et moins 80%, alors qu'aux États-Unis, ils sont autour de moins 25, moins 30%, et en Chine, ils sont à plus 5, plus 8%. C'est-à-dire que ça va mieux actuellement en Chine qu'en 2019. Et donc, ça génère, et c'est ça qui est assez intéressant, une sorte de reconfiguration géographique des flux de transport aérien et qui a aussi de l'influence pour les constructeurs aéronautiques. Évidemment. Francis Massé, dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui? J'entends, il y a un côté volontariste, on veut relancer. Je l'évoquais au début de cette émission, ce qui est assez original, et je le dis avec des guillemets, c'est qu'on est dans une crise de l'offre. C'est-à-dire que on va arriver au soleil. Un jour, le soleil va arriver en France. Et il y a des gens qui auront des valises. Il y aura des gens qui vont partir en Grèce, en Turquie, en Égypte, et qui prendront l'avion. Sauf que là, on a l'impression que les avions ne peuvent pas décoller. Qu'est-ce qui se passe? Justement, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est effectivement une crise de l'offre et pas une crise de la demande. D'abord, il y a eu un phénomène de sidération, parce que ce sont les États, pour des raisons qu'on comprend parfaitement. Rideau. La lutte contre la pandémie, il y a eu un rideau. Donc, il y a eu d'abord, me semble-t-il, une espèce de sidération. L'économie du transport aérien était stoppée. Et d'ailleurs, beaucoup de l'économie a été... Et l'économie en général. Et puis, il y a une seconde phase qui a consisté, me semble-t-il, à prendre peu à peu conscience de ce qui se passait. Et... en même temps, il faut tenir compte que ce rideau, comme vous dites, il est arrivé après un épisode du fly scam, la peur de l'avion, la honte de l'avion. C'est vrai. Toute une problématique environnementale très très forte. Vécue dans la loi climat, puisque c'est revenu. La loi climat et la convention qui a eu lieu, etc. etc. Convention citoyenne. La convention citoyenne. Fin de l'avion, il ne faut plus le prendre. Absolument. C'est ça donc, qui... Tout ça... à la fois été un révélateur aussi de certains dysfonctionnements et certainement a déclenché un processus de plus grande prise de conscience et de dire que là, c'est terminé. Il faut prendre, je dirais, des attitudes fortes, devenir moins sur la défensive, être proactif, offensif et réingénierer en quelque sorte le transport aérien au niveau des disruptions technologiques. Ça, on l'avait évoqué la fois dernière, c'est moteurs électriques. Et donc la crise a, de ce point de vue-là, un effet d'accélération. Parce que, juste pour terminer... Excusez-moi, Francis Massé, oui. À une époque, rentrer chez Airbus, c'était la panacée. C'est-à-dire les gens voulaient tous rentrer chez Airbus quand on habitait près de Toulouse. Aujourd'hui, Airbus se demande bien ce qu'il va faire de ses salariés. Les avions, on n'en achète plus ou moins. Non, enfin, il y a quand même un vrai sujet là sur l'emploi, sur des bassins d'emploi qui tiraient la loco. Et vous allez répondre parce que vous n'êtes pas d'accord, Paul Clambaretto. Oui, je voulais juste terminer. Il faut quand même sortir de l'irrationalité. Ouais. Ça reste un secteur primordial. Je crois que... Utile pour la mobilité, évidemment. Utile pour rapprocher les économies, les populations, les cultures, etc. Donc, il y a trois primordiaux. Il y a évidemment la sécurité qui demeure l'enjeu du transport aérien. Mais les aéroports ont fait des efforts, j'ai regardé. Il y a l'environnement, et personne ne doute que c'est un essentiel.
Donc la solution maintenant va être dans les disruptions techniques, etc. Mais il faut gérer le temps. Paul Chiombarito, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je disais? Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui étaient le fleuron européen et français, puisqu'on parlait d'Airbus comme l'un des fleurons européens, et ça l'était. Là, on voit qu'évidemment, il y a des hésitations, le plan stratégique n'est pas totalement clair, on ne voit pas très bien où ils vont, ce qui est normal. C'est quoi l'avenir de ce secteur? Parce que c'est un secteur de développement économique, mais c'est aussi un secteur de création d'emplois. Mais tout à fait, c'est un secteur qui génère énormément d'emplois, qui contribue à l'échelle mondiale entre 3 et 4% du PIB mondial. Oui. Donc c'est un secteur qui est important. Et puis après, il y a tout un tas d'effets catalytiques d'une certaine façon. Sans transport aérien, il n'y a pas d'implantation d'entreprises à l'étranger, il n'y a pas de flux commerciaux, il n'y a pas de flux d'idées aussi, parce que c'est important finalement. Sans avion, pas d'échange d'idées, pas d'innovation. Et finalement, on a inventé la visio, vous avez vu là. Alors oui, mais justement, la visio, c'est pas pour tuer l'avion, mais enfin bon, vous en avez fait des visios. C'est une fausse solution. Regardez, on a Thomas qui est en visio avec nous, mais ça le fait sourire d'ailleurs. Thomas, justement, parce qu'on se connaît d'avant. Parce qu'on s'est vu en vrai. La visio, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où on s'est vu en vrai. Non, mais ce débat est posé parce que Thomas, par exemple, qui nous parle, je crois, de province, il se serait levé très tôt ce matin pour prendre un avion, aurait été contrôlé dans les passes portiques parce qu'il y a des questions de sécurité liées aux attentats. Il se serait levé à 5 heures, il serait avec nous, ça aurait été un plaisir de l'accueillir. Puis là, pour, j'allais dire, zéro carbone, hormis le traitement informatique de cette visio, il est avec nous et il nous parle. Je veux dire, il y a quand même des arguments, et c'est pas pour tuer l'avion, mais il y a des arguments qui viennent dire que... La visio n'est pas zéro carbone. Non, mais je l'ai dit, je sais pas. Thomas, juste, je vous ai fait sourire là, parce que vous portez l'idée que ce secteur n'est pas mort, qu'il va se relever. J'entends Francis Massé qui dit maintenant il faut être combatif, offensif. Quand on le transcrit en mots concrets, ça veut dire quoi être offensif et combatif ? Ça veut dire continuer à développer. J'ai vu que Nice, j'ai vu que Bordeaux, j'ai vu que des installations continuent à se développer pour accueillir plus de public, Marseille notamment. Et tout ça contre des écologistes qui vous disent droit dans les yeux, vous êtes des pollueurs en faisant des manifs sur les pistes d'aéroport. Écoutez, il y aura nécessairement des modifications. Toute crise amène du changement. Donc il y aura nécessairement une reconstruction différente de ce qu'on a pu connaître, et on pourra parler notamment du trafic à faire qui sera plus compliqué dans les prochains mois. Non, l'avion a un avenir évidemment, puisqu'il n'y a pas de moyens alternatifs sérieux. On l'a déjà dit, que ce soit à l'international, mais même en France. Vous savez, tout ce débat en France qui indique que le train pourrait se substituer à l'avion, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Toute la croissance du transport aérien en France depuis 10 ans s'est fait sur les lignes transversales. On sait très bien qu'on ne va pas quadriller le territoire français de lignes TGV dans tous les sens. Ce serait une aberration. Donc il n'y a pas de moyens alternatifs sérieux. Donc notre seule solution, c'est d'être offensif en effet pour accélérer ce qu'on appelle la transition écologique, qui est un mot qu'on met partout, mais il y a concrètement des mesures à prendre et il est temps de les prendre. Et je pense notamment aux politiques publiques pour accélérer la filière du carburant alternatif, qui aujourd'hui, et ça me préoccupe, qui n'en prend pas le chemin aujourd'hui. On a indiqué que c'était le moyen à court-moyen terme, vous avez des moyens à long terme, mais à court-moyen terme, c'est le moyen qui sera le plus efficient pour réduire de façon conséquente les émissions du transport aérien. Qu'est-ce que l'on voit ? Que les politiques publiques européennes et françaises ne prévoient pas de financement par rapport à cela. Donc, elles sont là les vraies questions. Je crois qu'il faut être sérieux. Le grand public, si vous voulez, écoute, regarde, observe. Il sait très bien que l'avion continuera à vivre dans les prochaines décennies. Donc il attend quoi, le grand public ? Que les politiques publiques prennent des mesures qui soient cohérentes. Et aujourd'hui, on n'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'on dit que l'avion pollue, mais par contre, on ne prend pas des mesures suffisantes pour préparer sa réduction. C'est très intéressant. Je suis un peu offensif, mais vous m'avez interrogé sur le sujet. Donc mais c'est essentiel qu'on vous entende sur ce sujet, sur la bascule. Excusez-moi de faire cette métaphore, mais quand on parle de l'avion, j'ai eu ce débat en parlant de la viande. Le débat s'est posé avec les mêmes termes. La viande, c'est pas bon. La viande, ça fait mal au corps, ça pollue et ça utilise trop d'eau. Et certains ont dit, et c'est peut-être ça la bascule sur l'avion, on peut continuer à en manger, mais il faut en manger différemment, peut-être moins. Est-ce que dans la bascule, on aura un rapport avec l'avion qu'on a aussi avec l'alimentation, c'est-à-dire la viande, certains en mangeaient parfois tous les jours. Est-ce que le rapport à l'avion, par rapport à, pour l'instant, avec son carburant qui est polluant, est-ce qu'on a un rapport différent ? Est-ce qu'on doit l'aborder différemment, l'avion ? Le consommer différemment ? Peut-être mieux ?
Alors, c'est le point de vue qui est défendu par certaines compagnies aériennes, paradoxalement. Mais oui. Le directeur de KLM disait il faut passer du fly more au fly better. C'est exactement ça. Donc finalement, l'enjeu, c'est pas forcément d'avoir plus de vols, mais c'est peut-être d'avoir des vols qui rapportent plus aux compagnies aériennes, qui, quand même, on va se le rappeler, sont majoritairement déficitaires. Mais oui, bien sûr. Et finalement, dire peut-être que certains vols sont remplaçables et d'autres non. Avec une qualité de service, avec, oui, tout à fait. voilà, avec un environnement qui soit une expérience plus qu'un endroit où on vous entasse pour faire du chiffre. Enfin, je veux dire, cette question, elle est posée. Après, l'enjeu, quand même, c'est de laisser le choix aux consommateurs. Et c'est ça qui est problématique dans la situation actuelle, c'est qu'on empêche le consommateur de faire des choix et qu'il y a tout un tas de destinations. Alors, Thomas parlait des lignes transversales, finalement, sur lesquelles il n'y a pas d'alternative ferroviaire. Mais moi, j'habite à Montpellier, pour lequel il y a une alternative qui est le TGV. Parfois, je prends le TGV, parfois, je prends la ligne est l'avion. concernée, d'ailleurs. Hein. Enfin, alors, ça dépend. Il y a encore des vols, hein, j'ai vu. Oui, tout à fait. Il y a encore des vols parce qu'on est au-delà des 2h30. Mais toujours est-il que certains jours, je prends le TGV parce que ça m'arrange et d'autres, je prends l'avion parce que ça m'arrange aussi. Et ça, pour le coup, la liberté. Non, mais les besoins, ils ne sont pas universels au sens où, en fait, ils vont varier suivant les besoins des individus. Francis Massé, ce qui vous unit autour de cette table et en visio, c'est aussi la passion de l'avion. Parce que l'avion génère une passion. C'est un outil de déplacement, mais c'est aussi une passion. Et vous êtes habité par cette passion. L'avion, dans 5 ans, c'est quoi? On le consomme comment? On vole avec quel carburant? On a déjà le moteur électrique, on peut le prendre en toute sécurité. J'ai même vu qu'il y avait même des avions sans pilote. Enfin, en tout cas, c'est un projet qui est avec quand même quelqu'un, me dit-on, qui sera quand même dans l'avion pour vérifier si tout fonctionne. Mais on est quand même dans l'avion du futur. C'est ça l'avion de demain? L'avion de demain, ça sera aussi un avion vert, un avion frugal, et toute la filière aéronautique est déjà... Fallait pas créer, hein, dit Thomas Juin. La filière du nouveau carburant, on n'y va pas. Non, mais Thomas a totalement raison, mais n'empêche qu'il y a dans les entreprises des énergies, des hommes et des femmes, des ingénieurs compétents pour le faire. Énergie, carburant vert, c'est quoi? C'est un carburant vert, les biocarburants, les carburants composites, la filière hydrogène à créer et à développer. N'oublions pas l'électrique, l'avion hybride, etc. Donc il y a une accélération. Mais là où je rejoins complètement Thomas, et vous citiez mon livre tout à l'heure, Urgence et lenteur, c'est qu'effectivement, il y a toute une sphère publique à remodeler, à rendre beaucoup plus agile, et que cette sphère publique, qu'elle soit d'ailleurs française, donc nationale ou européenne... C'est vrai pour l'avion, c'est vrai pour d'autres sujets. C'est vrai pour l'avion, c'est exactement vrai pour d'autres sujets. Cet état stratège ou stratège des stratèges, comme on dit, doit absolument, en synergie avec les filières économiques, avec ce que nous appelons, nous, avec Paul et Thomas, l'écosystème du transport aérien, doit créer de nouveaux marchés, doit développer de la recherche et du développement. On est dessus déjà, hein, le moteur électrique, il y avait quand même... On est dessus, mais là où Thomas a raison, c'est que maintenant il y a un passage à l'acte, il y a à organiser, il y a une gouvernance publique-privée à développer, des partenariats, et surtout raisonner écosystème. C'est pas la filière économique toute seule, c'est également d'autres écosystèmes à côté. On l'évoquait tout à l'heure, c'est tout l'environnement des aéroports. C'est tout un environnement, donc la frugalité peut exister dans le monde aérien, bien sûr. Thomas, juste une question, parce que vous avez mis un peu les pieds dans le plat sur la non-création de cette filière, sur ce carburant vert, sur le fait que ça va pas assez vite. L'avenir pour ceux qui nous regardent, chefs d'entreprise, ceux qui ont besoin de faire des transports d'affaires, mais aussi ceux qui veulent partir en vacances, destination lointaine, quand toutes les barrières seront levées, l'avion sera quoi? Ça sera une expérience ou ça sera un endroit où on va entasser les clients dedans parce que il faut remplir l'avion pour faire un tout petit peu de marge? L'avion, ça dépendra de ce que vous prendrez comme avion déjà, mais clairement, je pense qu'il y a un point qu'il faut... avoir en tête, il ne faudrait pas revenir à la situation d'il y a 20 ans, 30 ans, où l'avion était réservé à, comme on dit, des privilégiés, entre guillemets. Je pense que l'avion s'est démocratisé, et donc je pense qu'il est important qu'à l'avenir, les tarifs restent attractifs pour pouvoir se déplacer. Encore une fois, lorsqu'il n'y a pas de moyens alternatifs satisfaisants, quand Paul parlait du train, je peux lui citer au départ de La Rochelle, pour aller à Nice, 10 heures de train. 20 heures aller-retour, je pense que ce n'est pas des alternatives sérieuses. Donc il est important qu'à l'avenir, l'avion reste attractif, reste un mode de transport accessible au plus grand nombre. Après, le comportement des uns et des autres, ça c'est l'évolution d'une société, ça appartient à chacun. Je crois que la responsabilité du secteur, c'est de faire en sorte que les tarifs soient attractifs,
et que ce mode de transport réduit ses émissions. C'est la responsabilité des secteurs. Après, la responsabilité de chacun, ça appartient à chacun. Et je pense que le secteur se doit d'être au rendez-vous pour justement que ce mode de transport soit au rendez-vous dans les prochaines décennies. Et reste un transport populaire, parce que c'est ce que vous nous dites, accessible à toutes les catégories sociales de la population. À une époque, prendre l'avion, il y a longtemps, c'était quand même pas rien. C'était vraiment une expérience, il fallait être un peu un privilégié. Dans la boule de cristal de celui qui dirige cette chaire Pégase à la Montpellier Business School, il dit quoi, ces étudiants? L'avenir de l'aviation est assuré ou pas? Ou est-ce qu'on est quand même sur un moment un peu d'hésitation, comme ça, d'inquiétude même? Alors, on est sur un moment charnière. Après, je ne sais pas ce que dit ma boule de cristal en tant que telle, mais pour le coup, on est sur un moment charnière et le véritable enjeu, et je partage la conclusion de Thomas d'une certaine façon, c'est qu'il faut que la transition environnementale du transport aérien, qui dans les faits coûte cher... Elle est engagée. Alors, elle est engagée, mais elle coûte cher. Et donc, il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment de la démocratisation du transport aérien. Et c'est le risque, ça. Que l'État peut aider. Les biocarburants, c'est très bien, mais c'est entre 5 et 6 fois plus cher. Et c'est le premier poste de dépense d'une grande partie des compagnies aériennes. Quelle compagnie aérienne va accepter spontanément de le faire? Alors il faut une fiscalité qui accompagne. Exactement, il faut une fiscalité qui accompagne et qui va encourager, inciter les compagnies aériennes à faire cette transition. Comme on l'a fait pour les voitures. Il y a eu du biocarburant qui a été très aidé par l'Union européenne. Et une fiscalité incitative et non punitive. Et actuellement, et c'est ça qui est dommage, la façon dont on envisage la transition environnementale du transport aérien, c'est malheureusement punitif. Ouais, c'est ça. On pointe du doigt l'aérien en disant... Il pollue, il faut l'interdire, parce qu'il y a quand même une radicalité autour des sujets. Francis Massé, pour conclure, il y a de la passion, je leur dis, parce que vous êtes des gens passionnés de l'aérien, de ces objets qui volent. L'électrique, l'hydrogène, le biocarburant, qu'est-ce qui va nous amener aujourd'hui à nous réconcilier ou à réconcilier une partie des Français avec leurs avions? Moi, je voudrais juste dire là-dessus... parce que... Et donc de créer de l'emploi, si je peux me permettre. Oui, tout à fait. Sur l'État, d'abord. Sur l'État, l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, et la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, que vous avez bien connue, ont créé une université du transport aérien, UTA. La vôtre? Cette université sert à mobiliser ensemble des ingénieurs, des cadres dirigeants, des hauts potentiels de l'ensemble de l'écosystème du transport aérien. Les avionneurs, les ensembliers, les systèmes. Toute la chaîne. Toute la chaîne, les compagnies aériennes, les aéroports, etc. Cette action de moyen-long terme va aller dans le sens que nous disons tous les trois avec vous, c'est-à-dire qu'il y a un régénéring de toute la chaîne, de tout l'écosystème, et au programme de cette université du transport aérien, il y a déjà des débuts de réponse à vos questions sur toutes les problématiques d'innovation, de gouvernance de l'innovation, mais aussi des problématiques plus techniques. Est-ce que c'est l'hydrogène? Est-ce que c'est l'avion hybride? Est-ce que c'est l'avion électrique? Est-ce que ce sont les biocarburants, etc. Tout ça est sur la table. Et donc, d'une certaine manière, sur le temps moyen-long, l'État contribue. Mais évidemment, ça ne remet pas en cause la nécessité absolue d'avoir une vision systémique et écosystémique, de façon à ce qu'il y ait un vrai partenariat public-privé dans la dimension des subventions, de la fiscalité, bref, de mettre en mouvement tout ça. Merci. Il y a une réconciliation aussi des Français, en tout cas, redonner goût aux Français qui, pour beaucoup d'entre eux, ont envie de reprendre l'avion. Voilà, il faut le dire. Il y a une minorité qui tape dur, mais il y a aussi des Français qui aiment prendre l'avion et qui aiment partir pas loin parfois, et loin parfois, en avion. C'est un vrai plaisir. C'est un plaisir de vous accueillir. Je ne sais pas si on se reverra dans un an, peut-être plus tôt cette fois-ci. On sort doucement de cette crise Covid, nous dit-on, en septembre. Voilà, on croise les doigts, on espère que les employés, les emplois des secteurs aéroportuaires, de ceux qui fabriquent les avions, de ceux qui vivent aux côtés des avions, vont pouvoir reprendre leurs activités à temps plein. Merci à Thomas Juin, président de l'Union des aéroports de France, l'UAF. C'était un plaisir d'être avec vous en visio. C'est très frustrant pour moi d'être là, je dois vous le dire. Ben oui, je sais bien. J'aurais préféré être parmi vous. Mais vous reviendrez, vous serez là en vrai. Vous étiez là d'ailleurs en vrai la fois dernière, me semble-t-il. Hein. Oui, vous étiez là tous les trois. On refera une émission parce que nous on suit ce secteur de l'aérien. Merci donc à Thomas Juin, Paul Curbaretto, professeur Montpellier Business School, la chaire Pégase qui est la seule en France qui traite de ces questions de l'aéroportuaire, de l'aérien. Donc c'était l'un des spécialistes, si ce n'est le spécialiste français du sujet. Et puis Francis Massé, ancien secrétaire général de la DGAC. Et puis l'UTA qui est votre centre de formation, Air Cosmos, prolifération nucléaire en Asie-Pacifique. Puis votre livre, on l'a vu, Lenteur. Et
urgence. Et urgence, ça j'adore ce titre, lenteur et urgence. Il faut aller vite. D'ailleurs, ce qui correspond tout à fait. C'est urgence et lenteur. C'est d'ailleurs ce qui correspond tout à fait à ce qui vous arrive dans l'aérien, urgence et lenteur. Il faut aller vite. Tout de suite, et nous sommes en retard, fenêtre sur l'emploi, c'est Amélie Favori-Guittet. La reconversion, bah oui, beaucoup dans le secteur aérien d'ailleurs commencent à se demander s'ils ne vont pas changer de métier. C'est une question importante. Amélie nous explique tout, c'est fenêtre sur l'emploi.